Monsieur Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. Vous êtes candidat à la présidentielle de 2017 pour la France. Pourquoi vous vous engagez? Et qu'est-ce qui me garantit que vous allez respecter vos promesses? Pourquoi je m'engage? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. J'étais au Modem, je m'en suis retiré en essayant de faire le moins de dégâts possible s'il n'y avait pas de raison d'en faire. J'en suis parti comme je serais parti du PS ou des Républicains si j'y avais été. Les partis politiques tels qu'ils sont ne constituent plus une réponse à l'attente de notre pays aujourd'hui. Pas plus d'ailleurs en France qu'ailleurs. Disons qu'ailleurs c'est encore un peu mieux, peut-être en Allemagne et en Grande-Bretagne, mais enfin en tout cas en France ce n'est plus le cas. Je veux rassembler l'ensemble des Français parce que c'est ce à quoi ils aspirent. Quelle est la garantie de tenir mes promesses? C'est assez simple. Je vais adopter le style de Pierre Mendès France, c'est-à-dire avec des interventions fréquentes à la télévision pour dire l'état d'avancement. Et je profite de la campagne pour essayer de toucher mes compatriotes au cœur, pour leur dire qu'il faut m'élire, mais qu'ensuite j'aurai besoin d'eux lorsque j'aurai des décisions difficiles à prendre, et notamment qu'ils puissent descendre dans la rue paisiblement pour me soutenir. Et si je ne peux pas, je leur dirai, j'ai fait un pas. Je ne peux pas aller plus loin, et je me retirerai, et ça fera le plus grand bien au peuple d'être de nouveau reconsulté. Mais avant de partir, j'aurais quand même beaucoup essayé. Pourquoi vous faites référence à l'Allemagne et à l'Angleterre? Je fais référence à l'Allemagne et à l'Angleterre parce que l'Allemagne apparaît aujourd'hui comme le pays qui, disons, s'en sort le moins mal sur la zone euro. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Comme ça. C'est parce que c'est dans la tête des gens. Il faut des chiffres. Ah oui, mais les chiffres, moi, je vous dis, disons que c'est quand même le pays qui est le moins endetté a priori, celui qui a l'économie qui va le mieux. Ils produisent ils produisent un peu de tout, et notamment tous ces petits produits du quotidien que nous avons laissé partir, nous, à l'extérieur. Ils ont beaucoup d'artisanat, de petits commerces. Précarité immense au niveau du travail. Une précarité. Ah oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, je ne pensais pas, si vous voulez, je voulais simplement donner, moi, l'Allemagne. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de tout un chacun, l'Allemagne est le moins malade. Alors par contre, si on en parle après, j'ai aussi effectivement des éléments de doute sur la bonne santé de l'Allemagne. Et je parlais de la Grande-Bretagne parce qu'elle a fait l'événement ces derniers mois avec le Brexit. Voilà. Vous êtes pour le Frexit, la sortie de la France? Non, je crois que ce n'est pas utile d'imposer à la France une fracture supplémentaire. Pour l'instant, je suis en train d'observer la situation. Je suis comme tous les autres candidats, en train de réunir mes signatures. Moi, je n'ai pas à me faire... je n'ai pas à passer par le vote des militants, mais par contre, j'ai à consulter beaucoup. J'ai la chance d'avoir une équipe qui s'agrandit de jour en jour par des experts nouveaux avec lesquels je travaille beaucoup. Mais je n'ai pas encore réponse à tout. Donc, faire un Frexit, pourquoi faire? Par contre, je dois retrouver des marges de manœuvre au niveau politique au sein de l'Europe. Aucun pays aujourd'hui ne peut avancer dans la situation dans laquelle nous sommes. Et, par exemple, je vais proposer à ceux qui le voudront, de travailler comme on travaille d'ailleurs dans la réalité, plus au niveau des États, des chefs d'État et de gouvernement, pour prendre des décisions stratégiques et momentanément lever un petit peu le pied sur le grand fonctionnement de la Commission. C'est pas des propositions un peu incantatoires ça va être quoi dans la diplomatie, c'est toujours un rapport de force. Quels vont être vos leviers pour vous faire écouter? Mes leviers pour me faire écouter, je crois que c'est les leviers éternels de la politique, enfin, ce qu'on retrouve toujours. Ce qui ne marche pas, c'est-à-dire
C'est Bon. les leviers éternels de la politique, ce qui ne marche pas, ce qui n'a jamais fonctionné. Non, je voulais dire ce qui a fait marcher, justement, c'est-à-dire chaque fois qu'on a fait de la politique. Ce qui ne marche pas, c'est quand on fait semblant de faire de la politique et qu'on n'en fait pas. C'est ce qui est le cas pour nous depuis 25 ans, 25 bonnes années. Moi, je vais proposer très clairement de reprendre des marges de manœuvre, tout en restant dans un contexte très proche et amical. Mais je vais dire, voilà, j'ai besoin de prendre des marges de manœuvre. Alors, soit vous l'acceptez, soit je le fais quand même. Voilà, on a appelé ça à un moment donné la politique de la chaise vide. Et malgré tout, ça a eu quand même ses effets. Je ne vois pas comment on peut sortir autrement du contexte dans lequel on est. Il y a des traités, on ne peut pas faire la politique de la chaise vide, il faut quand même, il faut que l'Europe soit d'accord à l'unanimité pour faire des choses. Donc, qu'est-ce que vous allez faire si ça ne fonctionne pas? Vous allez faire un Frexit? Non, vous m'avez dit que vous n'alliez pas faire de Frexit. Donc, Alors, pour être tout à fait complet, si vraiment je constatais qu'il y a une situation de blocage intégral dont on ne peut pas sortir en aucune manière, il n'est pas interdit que je le propose, mais pas au niveau actuel. Pourquoi? Parce que d'abord, l'opinion française n'est pas du tout dans cet état d'esprit. 50% sont pour une adhésion profonde à l'Europe, en gros, quoi. 50% sont pour un retrait. Donc, un président qui vos sources de ça, c'est quoi? Ben, les sources, c'est les différents sondages qu'on voit. En fait, je pense qu'il y a plus d'une majorité pour le Frexit, à vrai dire. En ce moment, c'est 60%. Mais à certains moments, ça se rétablit. Disons qu'il n'y a pas quand même une volonté aussi clairement exprimée qu'elle l'était en Angleterre, en Grande-Bretagne, pour l'instant, chez nous. Mais pour moi, ce n'est pas le problème, parce que je vois très bien ce qui va arriver si je propose ça. C'est qu'immédiatement, on va se diviser là-dessus et on ne va rien faire. Or, moi, je n'aurai que quelques semaines, en tout début de mandat, pour prendre des orientations nouvelles. Donc, si vraiment ça ne marche pas, je le proposerai. Et pourquoi je ne le propose pas tout de suite? Parce que notre peuple n'est pas en état de voter dans l'état actuel des choses. Il faut de nouveau l'informer. Quelle est la véritable nature des traités que nous avons passés, des engagements que nous avons pris? Qu'est-ce qu'il y avait dans Maastricht? Je vous assure qu'il y a 70% des Français qui ne le savent pas, et je pourrais dire bien plus. Quelle est la nature des traités? Quelle était la nature du traité que le peuple a refusé et que nous avons été acceptés à Versailles? Et puis, quelle est aussi la nature des traités mondiaux? J'ai besoin de voir aussi, d'expliquer, et j'appelle fortement tous mes concurrents à faire la même chose que moi, la nature de la dette. Qu'est-ce que c'est que cette dette? Quelle est sa structure? Et comment peut-on en sortir sans rembourser pendant 80 ans ce que nous sommes incapables de rembourser, puisque nous ne produisons plus rien, sauf des armements que nous vendons à des pays 2 ans avant de leur faire la guerre. Voilà. Et des avions avec le brevet de... Donc la dette, on va en faire quoi? C'est votre lecture de la dette? Alors, sur la structure de la dette, donc j'ai dit que je voulais reprendre une certaine... comment je devrais dire? Je dois prendre de nouveau une posture politique que la France doit avoir. Elle ne l'a pas et c'est très préjudiciable. Donc, reprendre mes aises politiques. Et je dois reprendre des aises sur un plan économique et financier. Et pour cela, je serai certainement amené, bon, puisqu'on parle de l'Europe, peut-être à ne pas payer totalement ce que la France paye tous les ans, mais elle à paye chercher... Combien écoutez, même pas... on ne retrouve même pas au niveau de l'agriculture ce que nous y versons. Le chiffre exact, je ne l'ai pas. Je suis en train de, comme je le disais... Rappelez-moi le PIB français. 2 millions, 200 000 euros. J'ai pas compris. C'est 200 000 euros. Non. Bon, écoutez, les chiffres, je vais vous les donner. Moi, j'ai une philosophie... Ça doit être 2200 milliards. Combien? 2200 milliards. 2200 milliards, c'est exact. La louche. 2200 milliards, oui. Et on a à peu près... La dette française, c'est combien? Oui, c'est à peu près de la même. C'est-à-dire qu'on a 99% du PIB qui est gagé par la dette.
en gros. 96-97%. Voilà. Donc dans ces conditions, je ne peux rien faire, je n'ai aucune marge de manœuvre. Est-ce que vous connaissez le FESF? Le MES-FESF? Non. Le Fonds de stabilité européen pour les banques. Oui. Alors ça, par contre, ça pourrait me parler, c'est-à-dire que j'imagine que c'est le fonds qui permet d'intervenir lorsqu'une banque est en difficulté, en faisant intervenir massivement les banques, la Banque européenne ou les États. C'est les États qui doivent cotiser au pot pour renflouer une banque. Voilà, nous l'avons déjà fait. Et ceux pour qui nous l'avons fait ne nous en ont pas été très reconnaissants, si j'en juge par les profits de BNP ou de Paribas, qui n'est même pas capable de donner un coup de main aujourd'hui, ne serait-ce que pour installer une petite entreprise ou même une grande, ou même pour donner un coup de main pour essayer de sauver ce qui peut l'être encore dans l'agriculture. Donc ça aussi, c'est un des éléments sur lesquels il va falloir revoir entièrement la politique. Et vous êtes penché, est-ce que vous avez planché sur la séparation des banques d'affaires et des banques de détail? Alors, nous sommes en train d'y travailler, puisque j'ai la chance de voir venir à moi un certain nombre à la fois d'économistes, mais même de banquiers. Et ça tombe bien, il y en a un qui est un banquier d'affaires et l'autre qui est plutôt un banquier tel qu'on l'entendait traditionnellement. Nous sommes en train de préparer, de voir ce qui peut être proposé. Je crois qu'on ne peut plus, et là, l'État a suffisamment d'autorité, à mon avis, pour le faire, nous ne nous en servons plus, laisser les banques d'affaires s'engager dans n'importe quoi, sans aucune demande, sans aucune étude d'impact préalable sur ce que ça donnera. Donc là aussi, je dois agir, et ça, je dois agir dans les premières semaines de mon mandat. Si je vous dis « too big to fail », ça vous fait penser à quoi? Je ne sais pas. Trop gros pour tomber. Quand on parle d'une banque, si une banque d'affaires tombe, par effet domino, elle fait plier ses collègues bancaires, ses autres partenaires bancaires, ou les autres banques. Oui, mais je connais effectivement, lorsque vous l'exprimez comme ça, mais je pense qu'on va devoir sortir de ce chantage. Je pense que d'ailleurs, c'est très bien, c'est ce qui pourrait fort bien se produire avec la Deutsche Bank, si mes renseignements sont exacts. On dit que ça a été retardé, bon, qu'on le tient. Bon, écoutez, après tout, si une grande banque s'écroule, eh bien, on verra bien. Mais si toutes les grandes banques s'écroulent, eh bien, on verra aussi. Je pense qu'elles s'écrouleront peut-être pas toutes en même temps. Il est possible quand même qu'il y ait un ultime accord qui soit passé entre les pays, je pense en Europe, les principaux pays qui sont tous comme très endettés pour essayer de sauver ce qui peut l'être. Mais après tout, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Il n'y a pas eu de morts. Si, il y a eu beaucoup de morts, des pauvres, des misérables, beaucoup plus de misère. Mais je crois qu'il y a un tel éclaircissement à apporter, une telle lisibilité nouvelle à apporter sur la politique monétaire et sur la place de la finance aujourd'hui dans le monde, qu'il va bien y avoir des accidents. Eh bien, si une banque s'écroule, eh bien, il faudra revoir le système. Et si les banques s'écroulent, il va bien falloir quand même remonter autre chose. Ce que l'on a aujourd'hui ne marche plus. Sur le système financier, est-ce que vous êtes pour ou contre, ou quelles sont les mesures que vous proposez pour réguler, contrôler? Est-ce que vous êtes comme dans le système nucléaire à apporter un protocole de sécurité sur les employés, je fais, ou comme sur les pilotes? Les pilotes ou les employés dans le nucléaire passent un certain nombre de contrôles de santé pour savoir s'ils prennent des stupéfiants. Est-ce que vous êtes pour le même contrôle pour le personnel qui gère des milliards pour nous? Est-ce que les banques d'affaires doivent être au même niveau que la sûreté nucléaire? Ah, totalement, parce que les conséquences sont tout aussi redoutables. Et on le verrait si malheureusement toutes les banques s'effondraient, les banques d'affaires, comme vous venez de dire. Pour la fonction présidentielle, est-ce que vous êtes pour?
Ah oui, oui, moi je suis pour me soumettre à tous les On fait raisonnements. passer un test de stupéfiants tout de suite maintenant, vous êtes d'accord? Tout à fait d'accord. C'est même, je pense que ça serait même une des précautions, au lieu de dire tant de choses qui n'ont aucun sens, une des premières choses à faire. Oui, complètement d'accord. Sur cette transparence, est-ce que vous avez un casier judiciaire? À ma connaissance, non. Le seul avatar que j'ai eu, c'est un retrait de permis de une annulation de permis de conduire. D'ailleurs, pas Le pour motif? vitesse excessive. Comment? Le motif? C'était une série de petites, de petites peines que j'avais un peu négligées, je dois dire. Quel Un type de point peine? par-ci, un point par-là. C'est-à-dire du 63 à l'heure au lieu de 60, du 54 au lieu du Juste 50. plus 60. Voilà. J'ai eu, il faut dire la vérité, j'ai eu, dans des temps ultérieurs, dans des temps passés, j'étais pris 2 fois dans un radar, à l'aller et au retour d'ailleurs, qui est très connu, juste avant à Peyrorade, c'était Peyrorade, à 172 km/h. Non, c'est sur la 4 voies entre Bayonne et Bordeaux. Vitesse retenue 172? Oui, mais à l'époque, on ne retirait pas le permis immédiatement. On faisait état de l'infraction, puis vous payez l'amende, et il n'y avait même pas de retrait automatique. 172 au lieu de combien? 110? 90? C'était 130. C'était 130. 130. Je l'ai fait à l'aller et au retour, tellement j'avais oublié. Donc c'est un délit de grande vitesse quand même maintenant. Ah oui, c'était un délit. Là, j'aurais eu le permis pulvérisé, c'est-à-dire retiré sur le champ. Peut-être de la prison, non? Euh, De la prison, oui. Je ne crois pas que ce Si, soit si, passé. 50, Peut-être, c'est possible, c'est possible. Non, mais c'est pour vous dire, je vais être clair, mais lorsqu'on m'a retiré le permis, ce n'était pas du tout sur des fautes comme celle-là, parce qu'il y avait eu l'énorme travail qui a été conduit sur la réforme du permis, et notamment sur le fait qu'on pouvait annuler le permis de conduire, parce que jusque-là, le permis, vous l'aviez pour toute la vie. Or, lorsqu'on a fait cette réforme, on a quand même mis des règles du jeu. Beaucoup trop dures, à mon avis. Je l'ai vu, parce que 30 mois de retrait de permis, pour moi, c'était très difficile, mais j'ai trouvé un copain qui m'a conduit. Et seulement, j'ai découvert à cette époque-là qu'il y a 2,5 millions de nos compatriotes qui conduisent sans permis et sans assurance. Ils ne peuvent pas avoir d'assurance puisqu'ils n'ont pas de permis. Alors, si jamais vous tombez en face d'eux, votre vie est écroulée et vous n'y êtes pour rien. Quand vous roulez à 172 km/h sur quelqu'un, il y a un proverbe égyptien qui dit « Un homme pressé est un homme déjà mort ». Oui, mais bon... Revenons à nos moutons. Vous n'avez pas de casier judiciaire? Il y a 25 ans, il y a 30 ans, et à l'époque, c'était pas... Je me faisais doubler à ces vitesses-là. Mais bon, c'était pas non plus tous les jours. C'est quand j'avais pris un peu de retard. Maintenant, on ne le fait plus. Et je n'ai pas eu un seul excès, un seul délit de grande vitesse depuis... Dans votre équipe, est-ce que vous avez des gens qui ont fait de la prison, qui ont traîné dans des affaires? Non, non. Aucun. Par contre, parmi mes amis, quelques personnes qui en ont fait et que j'essaye de faire travailler bénévolement chez moi, mais plutôt dans le but de les réinsérer. Lorsque je fais les travaux de nettoyage l'été à la maison, sur la ferme familiale, ils sont très heureux de venir. D'ailleurs, l'un me dit, je ne viens plus parce que chez toi, j'ai fait la haute sécurité à Fresnes, mais chez toi, c'est pire qu'à Cayenne autrefois. Le rythme que tu nous imposes est insupportable. Comment vous expliquez qu'il y ait autant d'affaires dans le milieu politique? Mais parce qu'il y a une irresponsabilité totale qui y règne. Premièrement. Deuxièmement, c'est que nous n'avons plus aucun pouvoir. Nous avons les apparences du pouvoir, nous avons l'apparat du pouvoir, mais nous n'avons plus le pouvoir politique, au nom du peuple, tel qu'on peut l'imaginer. Qui détient ce pouvoir? La puissance financière, qui n'est plus d'ailleurs au service de l'homme, mais qui est uniquement au service de la spéculation, et qui a tout organisé avec la haute administration pour prendre en main et le monde politique, et le monde de la haute fonction publique nationale. Qu'est-ce que vous comptez faire pour responsabiliser la vie politique? Et la télévision, hein. 70%. Qu'est-ce que vous comptez faire pour responsabiliser la vie politique?
On l'a fait comme en Corée du Nord ou on l'a fait à la française? Non, je pense qu'il faut faire à la française. C'est ce que je vais annoncer dans dans mon projet. Bon, prenons des exemples très simples. Un parlementaire, parce que c'est là que ça commence. Les élus locaux ne sont pas tellement mis en cause. Pas de corruption chez les élus locaux? Il va y en avoir beaucoup maintenant avec le nouveau dispositif qui recrée des machines irresponsables. C'est-à-dire que lorsque vous remettez 110 communes ensemble dans une grande intercommunalité regroupant plusieurs centaines de milliers d'hectares, avec des enjeux considérables, sur des bassins de vie qui n'ont jamais travaillé ensemble, qui n'ont pas eu de relation. Vous mettez là un président qui sera un vieux sénateur ou un vieux député, flanqué de 10 ou 15 vice-présidents qui seront payés comme des conseillers départementaux pour que ça marche, mais qui n'auront pas accès aux affaires. Les affaires, ce sera un directeur général des services, comme on sait si bien le faire en France, et un directeur de cabinet qui auront la responsabilité. Donc, très vite, vous allez voir d'ici 2 ou 3 ans venir des pots de vin ou des scandales parce qu'on aura donné un tel plutôt qu'à un tel et que l'appel d'offres n'aura pas été très précis. Alors, qu'est-ce que je fais au niveau national? Donc, pour l'instant, il n'y a pas de trop gros scandale sur sur les élus territoriaux. C'est pour ça d'ailleurs que je veux abroger toutes les 3 lois qui ont été faites sur les territoires. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir, de dire pourquoi. Un député qui est battu, il est sur un mandat de 5 ans, il ne se représente plus à aucune élection pendant 5 ans. Il faut redonner de l'honneur et de la dignité. C'est-à-dire qu'il passe devant les juges. Comment? J'ai pas compris. Non, je veux dire que il y en aura beaucoup au mois de juin prochain. Un député battu aux élections législatives. Moi, je vous parle d'un député la main dans le sac. Un ministre la main dans le sac. Non, mais je voulais essayer de faire le raisonnement pour arriver au ministre la main dans le sac. Parce que le ministre la main dans le sac, dans l'état actuel des choses, c'est impossible d'arrêter. Parce que c'est précisément ce qui permet au système de continuer à fonctionner. Il faut attraper de temps en temps un ministre la main dans le sac, il faut attraper de temps en temps un grand patron la main dans le sac, le pendre haut et court devant la place publique pour faire peur aux autres, pour qu'ils continuent à fonctionner sans histoire dans le système, et en même temps rassurer l'opinion pour montrer que personne n'est à l'abri. Mais c'est millimétré, c'est tout à fait calculé, et nous n'y sommes pour rien. Alors, ça continuera à se produire parce que tant qu'on permet aux hommes politiques ou aux chefs d'entreprise ou aux grands journalistes d'aller mettre quelques économies au Luxembourg ou en Suisse, c'est trop couru maintenant, mais enfin, il y a les îles Vierges, on peut aller dans beaucoup de domaines, eh bien, ça arrivera toujours. Voilà. Combien vous gagnez, vous? Moi, j'arrive plus à 5 000 euros. J'étais à 5 300, 5 400. J'ai une petite baisse, et je ne sais pas pourquoi, mensuel net en tant que député. Et à quoi s'ajoute 9 000 euros payés par l'Assemblée nationale pour payer mes 3 attachés parlementaires, normalement. Mais j'en ai eu jusqu'à 8. Donc, vous voyez que ça fait quand même beaucoup de monde, parce que c'est nécessaire. J'ai la plus grande circonscription de France, avec des Basques, des Béarnais qui veulent se séparer depuis au moins 1500 ans. Et puis, j'ai choisi d'être aussi libre, c'est-à-dire de siéger en député indépendant à l'Assemblée, ce qui fait que je n'ai aucun appui de groupe, je n'ai aucun préparateur, personne, je suis obligé de faire avec des bénévoles qui m'aiment bien, qui travaillent là, mais ce n'est pas le même rendu. Qu'est-ce que vous pensez du jugement de Christine Lagarde? Ah, moi, je pense qu'il est totalement justifié. Moi, j'ai eu depuis le début de cette affaire... Elle est responsable, mais pas coupable. Ah non, elle est responsable et coupable. Écoutez, quand on est à ce niveau-là et qu'on exonère, qu'on laisse passer, qu'on ferme les yeux sur une affaire dont il est quand même de notoriété publique que Bernard Tapie, quand même pas tout à fait, enfin, est quand même très, très, très trouble dans cette affaire, que cela fait des heures
de débat à la commission des finances de l'Assemblée nationale, dans laquelle François Bayrou, à l'époque, s'est beaucoup engagé. On savait très bien qu'on couvrait un délit. Christine Lagarde était ministre à ce moment-là. Il suffisait qu'elle dise non. Le problème, c'est qu'elle n'a pas dit non à Sarkozy. Voilà. Donc, elle est coupable, mais elle est responsable parce qu'elle savait ce qu'elle faisait. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Il faut sévir. Mais je voulais revenir à mon... C'est pas fini. Qu'est-ce que vous pensez de la gifle de Manuel Valls par un gamin de 19 ans en Bretagne? Alors, si vous voulez, sur le plan des grands principes, c'est pas... c'est pas... Est-ce qu'un Béarnais qui se prend une gifle par un gamin de 19 ans, qu'est-ce que fait le Béarnais? Eh bien, le Béarnais, il regarde le gamin dans les yeux et il lui dit écoute, mon vieux, bravo, tu es un mec courageux. Maintenant, si tu voulais bien m'expliquer pourquoi tu m'as mis la gifle, je serais content. Et je demanderai au garde de s'écarter. Voilà. Parce que ça, c'est une forme d'honneur et de dignité. Alors, la gifle, on peut discuter, mais dans un... Vous condamnez pareil, ça? Vous condamnez? Est-ce que vous le condamnez, le gamin? Non, pas du tout. Non, parce qu'on est dans un système démocratique et on ne peut pas à la fois s'afficher comme un homme proche du peuple, dire moi je suis proche du peuple, moi je parle du peuple, je suis très proche de lui, et se mettre à se lamenter si on prend une gifle. Bien, moi il m'est arrivé d'en prendre, eh bien j'ai regardé. Si c'était une gifle malvenue, je veux dire, travailler et étudier dans le sens de nuire, etc. Mais je crois que dans le cas présent, à 19 ans, c'est plutôt une gaffe d'exaspération. Et j'avais dit d'ailleurs Gifle insurrectionnelle, c'est ça? Voilà, insurrectionnelle, c'est le terme. Et j'avais dit d'ailleurs à Manuel Valls, tu verras, avec ce que tu fais, avec ton autisme, notamment sur la réforme territoriale qui nous a menés là où nous sommes, je lui ai dit, tu prendras des gifles. Je ne pensais pas aussi bien dire. Je lui avais d'ailleurs prédit que Macron allait le déboulonner en moins de 2 ans, quand j'ai vu arriver Macron. Non, c'est une gifle insurrectionnelle. Je n'avais pas trouvé le terme. Moi, elle ne me choque pas du tout. Et moi, j'ai pris des gifles et des crachats dans la figure plus d'une fois. J'ai pris je ne sais combien de fois des œufs pourris. Je ne me suis jamais plaint. Parce qu'après tout, personne ne vous amène à faire de la politique. Vous en faites si vous voulez. Alors ensuite, bon, on respecte, si on peut, l'intégrité physique de façon à ne pas détruire entièrement quelqu'un, mais une gifle, ça n'a jamais tué personne. Au contraire, c'est très revigorant. On va parler d'écologie. Votre programme, il aborde l'écologie comment? Il aborde l'écologie d'une manière responsable, mais après avoir d'abord expliqué au peuple de quoi on parle. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de prendre en charge de nouveau, et dans ce monde complexe, et où c'est si difficile à faire, la Terre et notre planète d'une manière responsable? Ou est-ce qu'il s'agit, comme nous le faisons depuis 40 ans, de faire semblant? S'il s'agit de faire semblant, moi je ne joue pas à ce jeu-là. Le WWF, moi, si vous voulez, je les connais bien, c'est un des bras armés de la spéculation qui nous détruit littéralement aujourd'hui. Vous avez des preuves? Ah, complètement. J'ai des preuves. Et d'ailleurs, la meilleure des preuves, c'est que je dis ceci. J'ai eu un très violent accrochage avec le président national du WWF, qui était invité en grande pompe à Paris et que j'ai pris à Paris, les archives, et que j'ai pris à l'Assemblée nationale. Il y a les archives à l'INA. Pas beaucoup si, j'en ai pas mal d'archives à l'INA d'ailleurs, et qui montrent, mais il n'a pas été capable de me répondre. Et pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que lorsque le WWF a été mis sur pied à l'époque par 2 frères hollandais, ils ont vu tout l'argent qu'il y avait à se faire sur des produits qui n'avaient pas encore été tarifés, à qui on n'avait pas donné une valeur marchande. Parmi eux, la nature.
Maintenant, on peut acheter du gaz carbonique, bientôt de l'oxygène, etc., etc. Et la beauté des montagnes, la beauté d'un ours, la beauté d'un lion, la beauté de ceci. Donc on a décidé. Mais le problème, c'est que ces hommes, déjà, moi, je ne les ai pas trouvés très intéressants. L'un était à la Vous êtes tête... pour ou contre l'ours dans les Pyrénées? J'étais pour parce que, au fond, mon père berger, qu'il avait côtoyé beaucoup plus que moi je l'ai côtoyé quelquefois, j'avais le cœur qui explosait dans ma poitrine. Parce que j'étais petit et que j'avais très très peur lorsque les brebis montaient littéralement sur le tas de tôle qui nous servait de refuge et que mon père sortait, revenait un quart d'heure après, toujours pareil, en disant il était fou de rage, il écumait, l'ours lui en avait pris 2 ou 3 et puis il y avait les avortements qui allaient suivre pendant tout l'hiver. Et sur le coup, il était fou de rage. Et puis après, il me rassurait. Et lui aussi, il disait, qu'est-ce que tu veux? Il fait partie du règne animal. Il a sa place, mais il ferait mieux de se mettre au travail, lui aussi, au lieu de toujours venir me taper, me taxer, moi. Donc je ne partais pas sur un a priori défavorable. Mon père n'aimait pas les ours, mais il ne voulait pas leur disparition. Il n'a jamais utilisé de fusil, ni de strychnine, contrairement à beaucoup d'autres qui l'ont fait lorsque le parc national des Pyrénées s'est construit. C'est fait sans penser à dédommager les dégâts de ceux qui avaient des brebis importées, ce qui s'est fait pendant 10 ou 15 ans. C'est là que beaucoup d'ours sont morts, non pas sous les balles, mais sous la strychnine. Brebis à moitié dévorées que l'ours laisse pour revenir la prendre. On va passer sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on fait avec le nucléaire? Moi, je pense que sur le nucléaire, il faut lever le pied maintenant, parce que, pour beaucoup de raisons. D'abord, nous ne gérons absolument pas depuis le début les déchets. Là, nous venons de prendre la décision d'aller en enterrer je ne sais combien de tonnes pour une trentaine, une quarantaine d'années, avec comme seule garantie, si ça ne va pas, on les redéterrera. Présenté comme ça et voté comme ça à l'Assemblée. Hein. Donc on va les mettre, ces déchets. Alors on n'a aucune garantie, on ne sait pas combien de temps ils restent activés, combien de temps ils restent, et qu'est-ce qui va se passer si jamais il se produit un phénomène à cet endroit-là de la mer. Bon, deuxièmement, les Français, et pas que les Français, de manière générale l'opinion occidentale, qui a été très favorable, et moi aussi je l'ai été en son temps, a peur. D'abord parce qu'il y a eu le drame des pays de l'Est, excusez-moi, Tchernobyl, que j'ai visité. Et quand on visite Tchernobyl, on n'a pas besoin d'y revenir 2 fois pour comprendre. Quand vous voyez des bonhommes qu'on promène sur une brouette, qui n'ont ni bras ni jambes, et comme tête un petit renflement, et que le frère promène sur une brouette, vous comprenez. Et quand vous allez aux alentours, moi j'ai eu la chance d'aller très loin parce que j'étais avec de très hauts spécialistes, ils m'avaient bien équipé, vous voyez la mort, c'est la mort. C'est terrifiant, terrifiant. On fait quoi, fait quoi pour remplacer ça? Le Japon, ça fait peur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut trouver des sources de substitution. Moi, j'ai beaucoup progressé. Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour les déchets? Pour le déchet, justement, je suis en train de réfléchir sur le sujet. Personne n'a la solution, et moi je ne l'ai pas pour l'instant non plus. Parce qu'il faudrait savoir comment d'abord on désactive. Combien ça va nous coûter? C'est cher, très cher. Mais, excusez-moi, mais j'ai encore un mois pour détailler mon projet. Je le ferai connaître parce que c'est un des éléments essentiels. Parce que moi, je veux en finir avec les COP 21, 22, 23 qui sont une immense hypocrisie. J'inviterai à Paris un petit club de pays qui sont sur la même longueur d'onde que la France, que moi, pour Et vous aller pressentez qui? Comment? Vous pressentez qui sur le nucléaire dans le même courant que vous? Je pressens peut-être l'Allemagne, parce qu'elle a quand même fait des efforts. C'est pas très bien venu, parce qu'elle a rouvert des mines de charbon, c'est pas non plus ce qu'on avait à faire de mieux, mais au moins elle a fait de très gros efforts. Les pays nordiques, qui ont quand même une vision, peut-être des pays tels que l'Australie, qui ont été fortement, justement, impactés par nos essais nucléaires.
et tout ce qui s'est passé autour. Certainement pas dans un premier temps les Américains, peut-être les Japonais, parce qu'eux, ils savent de quoi ils parlent, ils sont à la recherche de solutions comme nous. Sur l'alimentation, vos positions sur le véganisme, sur le fait de diminuer sa consommation de viande, sur peut-être les conditions d'élevage et d'abattage. Ah oui, là, il y a beaucoup à faire. Vous avez dans votre région eu un abattoir qui s'est fait un petit peu étrier par L214, je crois bien, non? Oui, il s'est fait totalement étrier. Et je ne suis pas étranger, d'ailleurs, à son sauvetage. Parce que j'estimais qu'il était absolument indispensable pour le territoire. Ceci étant, j'apprécie assez modérément, d'ailleurs, l'attitude de l'association en question. Pourquoi? Parce que elle s'en prend, elle désigne ab nominem des individus. Je pense que c'est beaucoup plus le système qu'il faudrait attaquer, bille en tête. Et maintenant, elle a l'expérience. Je crois qu'elle a une petite unité d'une douzaine de personnes. Elle a démarré très modestement. C'est le système qu'il faut attaquer. Là, dans le cas d'espèce que vous me signalez, je connais les deux personnes. Ces deux garçons de 20 ans et 21 ans. Ils n'étaient même pas bouchés dans cet abattoir. Comme c'était la semaine de Pâques, juste avant Pâques, ils ont été donnés un coup de main parce qu'ils devaient abattre, tous les deux, c'est des chiffres monstrueux, mais 800 ou 900 agneaux par jour. 21 ans, et en même temps, ils s'occupaient de l'exploitation familiale, parce que les bouchers de l'abattoir étaient complètement débordés. Quand vous avez 21 ans, vous imaginez qu'au bout d'un moment, c'est complètement abrutissant d'abattre. Moi, j'ai abattu des animaux, donc je sais ce que c'est. Je peux vous dire que vous le faites, mais ça vous prend une sacrée tension nerveuse. Mais lorsque vous devez en faire 800 par jour, vous ne maîtrisez rien. Qu'en plus, vous allez traire le troupeau en rentrant à minuit le soir pour repartir à 5 heures du matin, ça n'a aucun sens. Donc, on a brisé ces deux gamins à qui j'ai parlé, dont on parlait. L'un, on l'a sauvé du suicide, c'est évident. Donc je dis que pour une association qui est à fort, quand je mange, je devrais dire, à fort capital humanitaire, il faut rectifier un petit peu, à mon avis. Ce n'est pas les hommes, c'est le système. Et il faut s'en prendre au système et le dénoncer beaucoup plus violemment. Parce que c'est le système productiviste à outrance, au coût le plus bas, qui impose effectivement de tels comportements qui sont absolument scandaleux. Ça, c'est un des éléments sur lesquels je travaillerai beaucoup. On n'a pas besoin de faire subir un tel traitement aux animaux pour les tuer. Pour ou contre le fait que les abattoirs soient entièrement monitorés par des caméras? Oui, je préférerais que ce soit basé sur la responsabilité, parce que le fait d'être monitoré par les caméras induit, comment je devrais dire, un stress supplémentaire que vous avez déjà. Parce que quand vous tuez un animal, vous êtes déjà sous tension, hein, vous savez. Bon, qu'on passe par une période intermédiaire pour redonner confiance et pour trouver d'autres solutions, pourquoi pas. Je ne crois pas que ça puisse être, quand on fait un métier à haut risque, je ne pense pas que ça puisse être la solution. Est-ce qu'on peut demander, ça n'a rien à voir, mais je vais choquer en disant ça, est-ce qu'on peut demander à un très grand professeur qui opère, à cœur ouvert, de se faire filmer en permanence? Oui, ils sont filmés en permanence en général. C'est même retransmis sur Internet à l'autre bout du monde pour que les Indiens puissent se former en même temps. Oui, mais il y en a certains qui ne le font pas, c'est pas systématique non plus. C'est bien dommage. Certainement. Mais moi, ce que je base beaucoup plus, je me base beaucoup plus sur l'énorme capacité de responsabilité dont nous sommes capables. La ferme des 1000 vaches, qu'est-ce qu'on en pense? Horreur absolue. C'est la déchéance. C'est plus de l'agriculture. Les usines polluantes. Les usines polluantes. Ah oui, c'est du même. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Ben, tout ça, il faut trouver des solutions d'abord, parce que ça ne sert à rien de dire. Est-ce que vous ferez passer l'emploi avant l'écologie? Ah, ça dépend des cas. Non, pas toujours, non. Non. Lorsque l'écologie, c'est-à-dire lorsque vraiment il y a un risque avéré, ou plus qu'un risque, c'est-à-dire un dommage réel
pour la nature et pour l'air que nous respirons, enfin pour la chlorophylle pour des arbres, non, je ne pense pas que ça peut être l'emploi à tout prix. Par contre, je ne veux pas qu'on raconte d'histoire comme WWF qui fait payer les riches pollueurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'action de Sea Shepherd, Paul Watson? Vous savez, le pirate des mers qui coule des bateaux japonais parce qu'ils vont à la chasse à la baleine là où il ne faut pas. Ben, écoutez, au fond, ce n'est pas une mauvaise chose. Je crois que si on laisse tout faire et si personne n'a le courage, je pense que cet homme a quand même un certain courage. C'est pas ce que fait L214 ? Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bateau, il ne part pas quand même à l'aventure, il sait de quoi il fait, qu'il y a des hommes à bord, j'imagine, il y a une très grosse responsabilité, il y a de très gros capitaux qui sont engagés. Le petit abattoir de Moléon, qui fonctionne avec des bénévoles de 20 ans ou de 21 ans, c'est à la mort, à la vie. Je pense pas qu'ils étaient bénévoles quand même. Comment? Ils étaient peut-être pas bénévoles. Ils touchaient peut-être un peu la pièce, non? Oui, ils touchaient un peu la pièce, oui, certainement. Bon, allez, changeons de sujet. Sans comme une mesure par rapport à ce que ça fait. On va passer à la géopolitique et à la géostratégie. Vous avez fait un petit séjour en Syrie. Comment vous êtes parti là-bas? Qui est-ce qui vous a approché? Vous avez pris votre avion où? Votre correspondance était où? Vous étiez combien dans l'avion? Et avec qui avec vous? Alors, j'ai pris l'avion à Roissy. Qui est-ce qui vous a approché? Alors, d'abord, c'est moi qui cherchais à aller vraiment en Syrie. D'abord parce que on ne voit pas les images d'Alep. Vous avez fait comment pour rentrer en contact avec le réseau syrien? Mais je vais le dire. Mais pour moi, ça résonnait Alep, parce que j'ai connu Alep en 1990. Et en 1994, j'y étais à 2 reprises. Il y avait plus de mini-jupes que vous savez, de femmes voilées à l'époque. Et c'était un pays qui m'avait surpris, parce que, comme le Liban d'ailleurs, pratiquement les 2 tiers de la population parlaient français. Je n'en revenais pas. C'est un pays qui avait l'air d'aller bien. Ce n'était pas Paris, mais c'était au moins largement Tunis aujourd'hui. Vous avez été approché comment? Alors, c'est moi qui ai pris contact avec l'association des chrétiens d'Orient. Et je leur ai demandé, est-ce que par hasard, comme l'an dernier, vous n'avez pas projeté un nouveau voyage? Et on m'a dit, ça tombe très bien, il y en a un dans 8 jours. Qui finance cette association? Alors, cette association est financée d'abord par ses propres membres qui sont quand même assez modestes. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas fait une enquête. Vous avez payé votre billet d'avion? J'ai payé le billet d'avion. L'hébergement sur place? L'hébergement sur place était pris par une association qui s'appelle quelque chose. Enfin, c'est une association locale dont je m'étais fait préciser les donateurs. C'est des commerçants, c'est la chambre de commerce de Damas. Voilà, il y a divers commerçants dont j'ai eu la liste. Ça m'a semblé clair. Le service d'ordre, bien sûr, est assuré par l'armée syrienne. Est-ce que vous avez rencontré pas des brimades, mais est-ce que on vous a empêché un petit peu de faire ce que vous vouliez sur place, ou je n'ai pas eu du carte tout, blanche à 100%? Je n'ai pas eu du tout l'impression. Bon, ceci dit, vous ne pouvez pas non plus faire des monts et merveilles, parce que vous êtes pris quand même dans un processus qui va à toute vitesse, qui va assez vite. Vous pouvez partir de l'hôtel. Tout le monde est un peu sur le pied de guerre. Encore, j'ai trouvé plus relâché cette dernière fois que l'an dernier. L'an dernier, il y avait des bombardements. Est-ce que la DGSE a préparé votre voyage? Ah, pas du tout. Enfin, pas à ma connaissance. La DGSE vous a contacté pour préparer votre voyage? Ah, pas du tout. Est-ce que vous avez contacté le Quai d'Orsay avant d'y aller? Pas du tout. Non. Je contactais personne. Quand j'ai pris les dates, et je suis parti avec mes 2 collègues de voyage. Et puis, par contre... La DGSE ne vous a pas apporté une aide logistique ou une aide de perception de votre voyage sur place, vous, non. Député de la République française? Non, pas du tout. Et on ne m'a rien demandé. Non, la seule chose que j'ai faite, j'ai fait une lettre au président de l'Assemblée nationale
en disant que j'envisageais de me rendre en Syrie de telle date à telle date, parce que ça c'est tout à fait Quel normal. a été son retour? Je n'ai pas de retour. Vous étiez là-bas avec Thierry Mariani, c'est ça? Oui. Et qui d'autre? Et M. Witt, qui est député du côté de Verdun, si je me souviens bien, et qui est un psychiatre. Donc votre entretien avec Bachar el-Assad a duré combien de temps? 1h15, je crois. Vous avez été prévenu combien de temps à l'avance? Ah, on le savait avant de partir. Moi, je savais qu'on L'heure et verrait le jour, vous le saviez? Ah non, pas l'heure et le jour. Mais je savais qu'on verrait Bachar el-Assad. On vous a prévenu combien de temps avant de l'heure et du jour? La veille. La veille, à 22h30 environ. Nous revenions d'Alep et nous sommes arrivés à Damas, 23h. Bon, moi, je pensais que ce serait certainement ce jour-là. Mais l'horaire a été d'abord annoncé à 8h du matin. Donc, je suis levé pour être près à 8h. Vous avez annoncé, lors de votre dernier passage médiatique dans On n'est pas couché, que vous aviez des doutes sur le bombardement, les crimes de guerre de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qui vous conduit, qu'est-ce qui vous a poussé à avoir ce raisonnement? Quels sont les éléments qui puissent étayer votre raisonnement? C'était des éléments qui étaient antérieurs d'ailleurs à mes 2 voyages. C'est, étant dans la commission des finances, je n'ai pas tout à fait les mêmes informations que mes collègues qui sont dans la commission de défense, mais comme nous n'en avons pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, c'est les ventes d'armes que nous continuons, sur lesquelles nous donnons un visa. J'étais très étonné qu'on continue à vendre des armes, notamment à l'Arabie Saoudite et notamment au Qatar. Que nous ayons vendu des armes à la Libye juste avant d'attaquer Kadhafi, très longtemps, et des armes massives. Qu'on ait vendu des armes à la Syrie jusqu'en 2009, qu'on ait suspendu en 2009, mais qu'on en ait revendu de nouveau en 2011. J'ai souvent posé des questions à ce niveau-là, et sans parler celles que nous vendons encore, que nous avons encore vendues cette année au Qatar et à l'Arabie Saoudite. J'ai trouvé que c'était assez curieux. Et je me suis dit, il faut quand même que j'aille écouter, que j'aille voir un peu sur place. Donc j'avais des doutes. Ensuite, j'ai eu encore davantage de doutes parce que je me serais attendu à trouver une colonne de musulmans modérés vêtus de blanc. Pour dire, voilà, c'est cela que nous soutenons. J'ai vu, et là j'ai pu le voir, puisque nous avons eu un échange de roquettes d'une colline à l'autre. J'ai vu qu'il y avait 2 fronts, mais je n'ai pas vu au milieu des cavaliers blancs qui disaient « Oh, la paix, la paix, la paix ». Non, ça c'est une grande supercherie. Ensuite, j'ai rencontré le maire d'Alep, dont je ne savais pas qu'il existait d'ailleurs, parce qu'on m'avait présenté sur les studios de télévision en France, maire d'Alep-Est, qui est maire d'Alep-Est, comme moi, je suis président en titre de la Hongrie, vous voyez ce que je veux dire, donc un chiffon. Et on l'a présenté dans tous les studios de télévision, avec l'actuel ministre de la Défense. Alors que le maire d'Alep existe, il est maire et d'Alep-Est et Ouest. Et les explications qu'il m'a données m'ont assez étonné. C'était peut-être le maire, il y avait le maire occidental qui était chez nous, il y avait le maire de Bachar el-Assad qui était là-bas aussi peut-être, non? Non, non, non. Il était maire depuis combien de temps? Depuis 5 ans. Le maire officiel est maire depuis 5 ans. On vous l'a dit ou vous l'avez vérifié? Comment? On vous l'a dit ou vous l'avez vérifié? Non, nous l'avons rencontré. Non, mais vous l'avez vérifié. C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait son pédigré avant de le rencontrer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des... Et non, mais il le remet. Il vous le remet. Il remet quoi? Il remet son pédigré. Il dit, voilà comment j'ai été élu maire, voilà qu'est-ce que je fais, voilà quelles sont les actions auxquelles j'ai été associé pendant notamment toute la bataille d'Alep, mais le siège d'Alep aussi. Et ce que j'ai vu de mes propres yeux. Alors, il ne le dit pas comme ça, on dit si, on demande, mais comme on était là, et moi je suis assez curieux, et je pose des questions comme vous m'en posez aujourd'hui, c'est un homme que j'ai trouvé assez convaincant. Il y a un autre fait que j'ai trouvé qui m'a frappé. J'ai connu, hélas,
l'Espagne franquiste pendant longtemps. Revenons sur les bombardements d'Alep. Est-ce que je peux dire un mot là-dessus? Sur Guernica, non? Vous voulez parler de Guernica? Pas de Guernica, mais j'ai parlé de l'attitude des Espagnols lorsqu'ils voyaient arriver un petit car ou ne serait-ce que quelques soldats de l'armée espagnole. Plus forte raison, des guardias civiles, des gendarmes. Je peux vous dire qu'ils s'en allaient, ils taillaient la zone en vitesse. J'ai vu la même chose en Union soviétique ou dans les pays de l'Union soviétique. J'ai vu la même chose au pays de Pinochet. Je ne voyais pas beaucoup d'amabilité. Par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, alors on peut dire que tout ça est arrangé, mais enfin, quand vous voyez sortir d'Alep des hommes, des femmes couverts de poussière de tous les âges, mais aussi des hommes qui ont l'air de savoir ce que veut dire la chose, qui s'exprime remarquablement, qui viennent de nulle part, qui se réapproprient l'Église, qui se réapproprient l'hôpital, qui se réapproprient un petit peu la ville qui est dévastée, et qui sautent au cou des militaires. Ça vous fait un drôle d'effet. Je crois en la conscience humaine, à la conscience des peuples. Et je crois qu'on ne saute pas au cou de ceux qui vous ont gazé. D'autant que c'est une armée de conscription, contrairement en France où aujourd'hui nous avons une armée de métier. J'ai rarement vu ça. Alors ensuite, sur ce que m'a dit Bachar el-Assad, je lui ai posé la question très froidement et je lui ai dit, j'observerai le moindre de vos plissements de Dieu. Je l'ai dit, j'ai mis du temps, il a écouté, tout le monde a laissé faire. Et il m'a répondu... Ça a dû faire marrer quand même, non? Ah non, il ne se Parce que les services syriens sont réputés quand même pour préparer leur oui, personnel. Mais enfin, qu'est-ce que je devrais dire? Donc revenons. Non, je veux dire quand même un mot là-dessus. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours d'essayer d'éradiquer Daesh et même Al-Qaïda qui sont présents là-bas, c'est très net, ou au contraire, c'est pas important? Quel est le seul qui aujourd'hui les a vraiment en face? Je vais reformuler ma question. Voilà. Est-ce que vous pensez que les Occidentaux font passer la guerre pour des crimes humanitaires du côté de Bachar el-Assad et du côté occidental pour sauver la démocratie pour les petites filles? C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une double lecture des bombardements en zone civile? C'est-à-dire que quand l'Arabie saoudite bombarde au Yémen, c'est pour sauver les petites filles, et que quand Bachar el-Assad bombarde une zone, on va dire, avec une forte densité urbaine, c'est un crime contre l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas une double lecture, une double perception? Quand Yann Moix vous objecte que vous ne reconnaissez pas les crimes de guerre de Bachar el-Assad, qu'est-ce que ça vous fait? Ça m'étonne de la part de Moix. Je le lui ai dit, parce qu'il a écrit Terreur, et il dit à peu près le contraire de ce qu'il n'explique à la télévision, dans ce qu'il a dit. Moi, je pense qu'il y a deux lectures, effectivement, alors que c'est la même lecture. La guerre, c'est sale. Comment? La guerre, c'est dégueulasse, surtout qu'elle est très compliquée là-bas, qu'il est très difficile de faire... Elle est religieuse, et c'est d'inspiration religieuse. C'est des chiites qui sont encore un petit peu plus chiites, avec une majorité sunnite dans le pays. Ils sont opposés à des sunnites. Bon, ensuite, c'est une guerre du gaz, avant tout. Ça, c'est quelque chose que je présumais, parce que je voyais la géographie, comment elle était, je voyais les efforts qu'avait fait le Qatar pour traverser la Syrie, pour pouvoir rejoindre le nœud pétrolier de l'Égypte, de façon à pouvoir alimenter la Turquie et surtout l'Europe, après le froid que nous avons eu avec Poutine. Et bien sûr... Quelles sont vos solutions? Une fois que vous serez président de la République, ce sera quoi vos solutions pour apaiser le conflit? D'abord, je l'ai dit, je le redis, je vais retirer immédiatement l'armée française de l'ensemble de ces sites, parce que nous n'avons plus rien à y faire tellement c'est pourri. Même pas de force d'interposition? Non, on verra plus tard. Mais il faut marquer un signe fort. Je rouvre les ambassades, parce que quand même ce que m'ont dit beaucoup d'hommes et de femmes, d'intellectuels,
Ils m'ont dit, mais enfin, c'est bien beau votre histoire, mais vous nous quittez. Si vous étiez si sûr du fait d'Assad, ben, vous êtes, au moins c'est de la non-assistance. C'est au minimum de la non-assistance en personne en danger. Vous auriez au moins pu recevoir nos leaders et les garder. Vous aviez suffisamment d'autorité, la France. Si vous l'aviez fait avec les Américains, mais même tout seul, non, vous fermez tout et vous partez. Vous êtes des Ponce Pilate parfaits. Puis ensuite, vous donnez des leçons. Vous êtes dans un état, vous êtes sans dessus-dessous lorsque vous avez l'affaire Charlie Hebdo. Mais vous avez un point d'impact. Nous nous sommes trouvés avec 500 points d'impact sur l'ensemble du pays et une grande partie de l'ex-armée irakienne et libyenne en face. Et je peux vous dire, c'était pas peu de choses. Et nous regagnons le territoire. Et moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que la Syrie se retombe de nouveau, se retrouve en liberté, qu'ensuite on organise des élections éventuellement. Je pense que Assad ne sera pas battu. Je vois vraiment un enthousiasme autour de lui qui est incroyable. Ensuite, je ne suis pas juge à La Haye. Si, par contre, je regarde l'aspect de La Haye, je crains que s'il y va, je le crains, s'il y va, il ne soit pas seul. Je pense qu'il y aura des hauts dignitaires français qui l'accompagneront. Ça, j'en ai acquis maintenant la conviction absolue. Tout ceci n'a pas pu se faire sans que la France sache. Voilà. Et la France a su, la France a au minimum couvert, et la France a même favorisé par la vente de ses armes, à tort et à travers. Et en alimentant le conflit. Favoriser quoi? J'ai pas bien compris. Comment? Favoriser quoi? La France a favorisé quoi? A favorisé cet état de fait, c'est-à-dire le fait que Bachar ait pu effectivement tirer sur le peuple, parce que à partir du moment où il y a eu le printemps arabe, auquel j'ai cru moi-même, très rapidement, on sait maintenant que ces mouvements, qui étaient des mouvements sincères, mais ont été instrumentalisés par Al-Qaïda et puis, bon, comment vous les appelez là, les fous furieux. Le nom m'échappe maintenant, enfin, l'État islamique, voilà. Et vous avez vu ce que ça donnait en Tunisie et même en Égypte, où on a... Quand Laurent Fabius dit Jabal Nostra fait du bon boulot. C'est faux. Il est totalement avec les forces, c'est Al-Qaïda. C'est Al-Qaïda version syrienne. C'est totalement faux. Je m'inscris en faux contre cela. Ils sont contre l'armée syrienne. Là, aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de gazage, c'est une affaire de voir si on met un terme ou pas aux exactions de ces tueurs et si on récupère le territoire de la Syrie. Ensuite, qu'on y organise des élections, qu'on traduise Bachar el-Assad devant le tribunal de La Haye, là, on verra. Ce que je dis simplement, c'est que peut-être M. Fabius fera partie aussi de ceux qui seront convoqués à La Haye. C'est des mots lourds. Oui. Mais ce que je souhaiterais, c'est que, je n'ai pas pu le dire l'autre soir parce qu'on a coupé le morceau sur lequel je le disais. J'espère qu'on va enfin ouvrir la véritable campagne présidentielle en France. On ne va pas se contenter d'observer 7 mercenaires d'un côté, 7 mercenaires de l'autre, ou plutôt sur un mur, 7 victimes, et il n'y en a qu'un qu'on laisse vivant. Voilà. Ils disent tous la même chose, ils ne disent rien. Est-ce qu'on va, oui ou non, s'emparer de ce problème qui est une question de vie ou de mort pour l'humanité aujourd'hui, au point d'avancement où nous en sommes, ou est-ce qu'on continue à faire semblant? Moi, je veux que M. Fillon se positionne, je veux que le candidat des socialistes se positionne, dise ce qu'il sait ou ce qu'il ne sait pas, qu'il prenne des engagements et qu'il dise, comme moi devant une télé, je suis devant une caméra de télévision, face à quelqu'un qui m'interviewe, ce qu'il en est. Et je veux que M. Macron, M. Mélenchon, tout le monde parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec Trump? Avec Trump, on n'a pas tellement le choix. Il a été élu président des États-Unis. Bon, la moindre des choses, ce serait peut-être de continuer à faire comme s'il n'était rien. De deux choses l'une, où on respecte, où on dit que le suffrage universel existe encore, même si aux États-Unis, j'en conviens, il est bien compliqué. C'est pas forcément celui qui a le plus de voix qui gagne. Mais je crois que le fait de dire
qu'il s'en prend à l'Europe parce qu'il dit que l'Europe ne va pas tenir, c'est un peu léger. Regardez de quelle manière nous l'avons considéré, de quelle manière nous le traitons depuis 1 an et demi qu'il est candidat. Nous n'avons pas de mots assez durs, et puis nous continuons. Moi, je pense qu'il ne va pas nous faire de cadeaux, mais qui en ferait à sa place? Même si le personnage peut prêter à caution, il a été élu, et maintenant il est président des États-Unis. Alors moi, par contre, ce que je fais si je suis de mon élection, je prendrai contact avec lui dès que possible. Ce ne sera peut-être pas ma première rencontre, mais j'ai besoin de savoir si je peux travailler avec cet homme et son équipe représentant les États-Unis d'Amérique, oui ou non. Je vais très vite le savoir. Votre lecture sur son protectionnisme? Mais c'est-à-dire, c'est un peu la réponse qu'il apporte à un peuple exaspéré. Parce que c'est un peuple qui n'a aucune réponse, qui n'a pas confiance en l'establishment, qui s'appauvrit. Il y a un système de paupérisation considérable aux États-Unis, parce qu'ils vivent à la puissance 10 ce que nous vivons déjà, c'est-à-dire le racket des grandes puissances de spéculation qui conduisent les producteurs, quels qu'ils soient, à produire au plus bas prix. Les Américains n'étaient pas forcément habitués à ça. Et pour eux, c'est complètement insupportable. Qu'est-ce qu'on fait avec Poutine? Avec Poutine, je pense que c'est le patron, enfin c'est le président élu et réélu, même si les conditions ont été un peu abracadabrantesques, d'un grand pays. La Russie qui a toujours pesé sur le monde. On ne peut pas rester sans relation avec Poutine. Poutine, je pense, représente une Russie blessée, une Russie post-soviétique qui a eu le sentiment de constituer une grande puissance mondiale, qui maintenant s'est sentie méprisée des années durant. Et je pense que Poutine est un peu dans la gonflette, il en fait un peu, beaucoup, mais on lui donne aussi beaucoup d'occasions de le faire. Quand on voit qu'il devient le patron du gaz et qu'on continue à le traiter comme le dernier il ne faut pas s'étonner qu'il nous le fasse payer. Non, je pense que la France doit être porteuse de messages forts. C'est la raison pour laquelle moi je retire les troupes, mais je relance immédiatement la diplomatie française à qui il est arrivé d'être génial dans l'histoire. Il faut retrouver la grande diplomatie française parce qu'elle a un savoir-faire et elle a un art. Avec une mission, c'est de repréparer de la paix. Il faut que nous proposions de nouveaux concepts de la paix. Moi, je suis un amoureux des processus de paix. Le franc CFA? Oh, je pense qu'il faudra abandonner cette histoire-là. C'est France-Afrique, c'est ça, 70 ans, ça n'a généré que du malheur. Et je crois j'ai un grand projet pour l'Afrique. Je veux intégrer l'Afrique dans mon projet. C'est une formidable aventure que je propose, parce que ce continent aura 800 millions de jeunes dans 25 ans d'ici. Il y a encore beaucoup de francophonie, même si elle s'éteint de plus en plus, parce que nous ne faisons plus rien. D'ailleurs, je veux rouvrir partout des ambassades qui soient l'argent que je vais récupérer des troupes qui ne seront plus sur des théâtres d'opération, je les investis immédiatement là-dessus. Qu'on rouvre aussi des lieux où on apprend le français, et partout où la France pourra faire passer l'influence de sa langue, qui est une langue d'indépendance, de liberté, et faire passer son concept d'humanité et de remonter en civilisation, je le ferai. Et la France a un très grand rôle à jouer pour sauver le monde de l'explosion. Xi Jinping? Comment? Le président chinois. Pour moi, c'est une énigme. C'est aussi la preuve de ce que peut ce très grand peuple allier le communisme le plus, enfin, comment je dirais, le plus communiste, si je puis dire aujourd'hui, à l'utilisation des dernières méthodes spéculatives les plus élaborées,
acheter ou exproprier partout, se rendre maître d'une grande partie de la planète et de la plupart des richesses, c'est de la politique véritablement très efficace certainement pour son pays et très dangereuse pour l'avenir. Moi, je pense que par contre, nous ne sommes pas assez en observation devant ce phénomène et que là, on laisse faire. Qu'est-ce que la France fera avec la guerre commerciale qui est en train de se profiler devant nous entre la Chine et les États-Unis? Oui, 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 oui. Mais la France doit d'abord retrouver des marges politiques et financières, je le disais. Nous sommes un grand pays. C'est pas parce que on n'a pas 1,5 milliard de personnes qu'on n'est pas un grand pays. Israël en a 6 millions, personne n'a jamais dit que c'était un petit pays. C'est la volonté qui compte. Donc je crois que d'abord, nous devons recommencer à nous reconstruire. Nous n'avons pas d'agriculture. Il faut reconstruire une agriculture et une agriculture propre, à dimension humaine, conduite par des hommes qui ne démarrent pas leur vie archi-endettés et qui puissent se faire dans de bonnes conditions. Ensuite, il faut que nous assainissions tout le processus de transformation de la viande, c'est-à-dire l'abattage. Nous en avons longuement parlé. Et ensuite, aussi que nous y voyons clair à la question qui m'a été posée, qui n'est pas du tout sortie. Nous avions pourtant passé 10 minutes avec M. Moix dans l'émission que vous avez rappelée l'autre soir, à propos de l'affaire Spanghero, dont mon suppléant, Barthélemy Aguerre, était le PDG. Il n'y en a pas eu un mot. Pourtant, j'avais bien expliqué la chose parce que je connaissais très bien le dossier. Il faut que la viande, comme l'eau, redevienne, au moins dans son contrôle, une affaire régalienne qui doit revenir aux mains de l'État. Et lorsque nous aurons mis de l'ordre ici, en France, nous devons commencer à mettre aussi en Europe et faire en sorte que nos voisins européens nous suivent. C'est mal barré, ouais. Là, ça va plutôt être chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais bon. C'est pour ça que je vous dis que je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Votre avion est à quelle heure? Comment? Votre avion est à quelle heure? Ah non, mais on a du temps. On a du temps? Oui. Votre philosophe préféré? Je pense que Montaigne et l'esprit des lois a permis de construire un peu ce que nous sommes aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui. Sinon, je crois que c'est Socrate, je pense que c'est Platon, je crois que c'est... oui, c'est plutôt dans la démocratie qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs, athénienne, que je les trouve. Je n'ai pas aujourd'hui. Si aujourd'hui je trouve un peu, comment je devrais dire, résigné, mais je trouve que ce que dit, maintenant son nom m'échappe là, le breton, qui est comme moi d'origine paysanne. Comment? Le Drillon. Non, pas le Drillon, non. Celui qui est apparu tout soudainement sur Match alors qu'il a créé sa propre chaîne de télévision. Son nom m'échappe maintenant. Bref, ça va me revenir. Je n'ai que son... Michel Onfray. Michel Onfray, aujourd'hui, dit des choses qui me semblent très justes sur la détérioration de notre civilisation. Je le trouve un peu pessimiste. Moi, je pense qu'il y a toujours des raisons d'espérer. Par contre, l'analyse, elle est... Sur le terrorisme, on fait quoi? Sur le terrorisme, d'abord, on instruit. Et j'ai un très grand projet d'instruction publique pour la France. Combien ça va coûter? Peu importe. Il n'y a pas de prix. C'est la seule manière de recréer un lien dans notre pays. Et dans mon école, on parle français. Qu'on soit français depuis 10 000 ans ou qu'on soit français depuis sa tenue par effraction, on rentre dans mon école et on ne sort pas de l'école primaire sans avoir appris à lire, compter et écrire, à se servir d'Internet, parce qu'on subit Internet. On ne se sert pas d'Internet, je le dis d'autant mieux que moi je ne le maîtrise pas très bien. Ensuite, on apprend deux langues au choix.
Parce que On le fait pour le cerveau... terrorisme après ça. Comment? On instruit la base pour endurcir l'esprit critique des jeunes, pour éviter qu'ils basculent dans X ou Y Oui. croyances. Donc on fait quoi d'autre après? Ensuite, je suis les enfants de façon à ce que, autour de l'instituteur, parce que dans le primaire, c'est un instituteur, je lui donne la possibilité de se faire assister par un parent d'élève, parce que les parents d'élèves se repassionnent de nouveau pour leurs enfants. Il peut y avoir des ménages recomposés, des familles recomposées, mais le parent d'élève ou la maman d'élève est très très présente. Donc c'est Bon, et important. celui qui est déjà radicalisé? À 2 ou 3 ans, il n'y en a pas beaucoup encore, fort heureusement. C'est là qu'il faut À commencer. 14-16 ans, qu'est-ce qu'on fait? À 14-16 ans, c'est déjà beaucoup plus difficile. C'est pour ça que dans mon système, on n'arrive pas à 14 ou 16 ans radicalisé parce qu'on est suivi en Qu'est-ce qu'on permanence. fait pour la masse qui est déjà radicalisée? Eh bien, nous avons créé avec un amiral Cap Jeunesse. Comment s'appelle cet amiral? C'est l'amiral, je ne sais rien. Je connais que lui, maintenant son nom m'échappe, mais je vous le dirai. Cap Jeunesse qui récupère ou qui approche avec des vrais dealers, des vrais patrons qui reconvertit ou qui essayent de faire un très gros effort, les patrons des cités. Et nous engageons un travail de, comment je dirais, de resocialisation, si l'on peut dire. C'est très difficile parce qu'ils se sont construits totalement dans le désir de détruire notre civilisation. Il n'y a que ça pour eux dans la tête. Il y a 15 ou 16 ans, 17 ans, 18 ans, après c'est complètement enquisté. Donc moi je fais en sorte que ça ne se produise plus. Pour ceux qui existent, eh bien, je fais ce que j'ai déjà fait depuis très longtemps dans ma commune. J'ai ouvert une maison pour des jeunes où on prend des jeunes gens qui ont fait de la prison et à qui on propose du travail intelligent, intéressant. Par exemple, on reconstruit des cabanes en montagne, on reconstruit des granges, on fait des petits chantiers d'adduction d'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait avec les réfugiés? Avec les réfugiés, on fait en sorte qu'il n'en arrive pas 1 million de plus. C'est pour ça que je me suis rendu en Syrie, parce que, vu la manière intelligente avec laquelle on a géré le premier million, je me demande qu'est-ce qui va se produire si on en a 1 million de plus. Or, ça peut très bien arriver. Ça, c'est les réfugiés de guerre. Là, je vous parle des réfugiés économiques. Des réfugiés économiques, c'est tout mon projet avec l'Afrique, c'est-à-dire que il faut, sans l'évangéliser, sans l'esclavagiser, sans les déplacer, c'est donner la possibilité à des hommes qui sont nés sur un territoire à pouvoir y vivre dignement et décemment selon leurs us et coutumes. C'est très difficile parce que ça n'a jamais été fait. Même la France n'a pas su le faire pour ses enfants chez nous. La troisième a beaucoup fait, mais n'a pas respecté cela. On a fait perdre les langues régionales. Qu'est-ce qu'on fait avec les migrants qui sont déjà là ou qui sont déjà en approche? On ouvre plus les frontières, on les naturalise, on fait comment? Est-ce que on fait une détection précoce s'il y a des terroristes qui ont été injectés dans ces flux de migrants? Qu'est-ce que vous proposez par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez la capacité de les loger? Est-ce que vous avez la capacité d'appliquer les normes internationales pour les camps de réfugiés? Comment ça va se passer? Non, il n'y a rien de tout ça, ou très peu. Mais je pense que la première des choses, c'est quand même de se protéger. Parce que comment on se protège des gens affamés? Je crois qu'il faut mettre en place On fait comme Donald Trump et on fait des murs? Non, je n'ai jamais voulu faire de mur dans ma vie, mais je crois qu'il faut spécialiser, ça commence à l'être, mais il faut intensifier les moyens. Une équipe de psychologues. C'est pour ça qu'il faut que je retrouve des marges financières sur des éléments aussi vitaux et essentiels que ceux que vous évoquez. Combien? Je ne dis pas, je vais avoir tous ces chiffres, je vais savoir combien il y en a. Il y en a bien plus de 1000 ou 5000.
Moi, en tout cas, ce que j'ai vu quand je fais mes virées nocturnes dans les cités, j'en ai vu beaucoup qui avaient envie de mettre la France à terre et qui me l'ont dit. Si on avait lu mon livre à l'époque et si on avait voulu en faire un petit quelque chose du rapport que j'avais remis, on s'en serait rendu compte. Ils ne s'en cachent pas. Donc, j'essaye de faire en sorte, non pas de leur envoyer forcément les gendarmes, parce que de toute façon les gendarmes n'y restent pas, mais plutôt des équipes préparées pour essayer de parler, comme le fait Cap Jeunesse, et essayer de les attirer sur un vrai projet de société. Parce que, et en même temps, essayer d'enlever un peu la haine qu'il y a dans leur cœur, parce qu'ils ont dans leur cœur le souvenir de leur grand-père qu'on a exploité, et qu'on a parfois fait venir de pays lointains pour venir fournir de la main-d'œuvre bon marché à nos entreprises. Le cannabis, on saute du coq à l'âne. Jean Lassalle, est-ce qu'il est pour ou contre le cannabis? Dans quelle forme? Délivré par qui? Taxé comment? Ou pas du tout? Jean Lassalle est emmerdé sur ce sujet. Ah bon? Pourquoi? Oui. Jean Lassalle, est-ce qu'il a déjà fumé du cannabis? Oui. C'était bien? Je ne peux pas dire que ça m'ait transporté. C'était à quelle occasion? Alors, j'en ai fumé la première fois à l'occasion de merveilleux voyage avec les jeunes de Lourdes-Ichère au Québec. C'était sur un lac, c'était magnifique, il y avait de jolies filles, il y avait quelques garçons, nous avions été avec une embarcation, et puis on a fait circuler, j'ai vu des étranges petites clopinettes qui circulaient, j'ai compris ce que c'était, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais quand même voir. J'étais maire déjà, donc j'avais 21 22 ans. Voilà. Et puis, je suis allé faire de large pour voir. Bon, je ne me suis pas senti radicalement transformé. Et j'en ai refumé récemment à une fête, une très très grande fête qui est organisée dans un lieu que je connais bien, que je citerai. C'est hors de France, parce que sinon... C'est en France, c'est en France. En France. Je peux même pas vous sauver. En France. C'est interdit de consommer des stupéfiants en France, vous savez, monsieur le député? Comment? C'est interdit de consommer des stupéfiants. Mais non, mais je consommais une bière. Ah. Et le pétard est arrivé, c'était 3 heures du matin, on t'offre une cigarette, tu ne la refuses pas. C'est qu'au bout d'un moment que tu sens qu'elle a une étrange odeur. Et c'est ta femme qui te le confirme quand tu te couches, tu te dis « Oh, qu'est-ce que tu sens mauvais, mais qu'est-ce que tu as fait ?» etc. Il m'est arrivé, je pense, de fumer un peu aussi à Nuit debout. Mais pas entière. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a un travail très important à faire. C'est de nouveau pareil, ça redémarre de l'école que je veux de nouveau très structurée, organisée, avec un maître d'école qui soit sanctuarisé par mon élection, mais une sanctuarisation républicaine, de façon à ce que personne ne puisse sortir de mon école sans avoir appris toutes ces disciplines. Ensuite, je continue à suivre ceux qui ont la capacité de faire des études longues. Bien, je les oriente immédiatement. Le budget de l'éducation nationale en 2016, c'était combien? Oh, je n'en ai aucune idée. Je sais que c'est le deuxième budget. Mais je ne sais pas le chiffre exact. Je vais le savoir, je vais prendre tout ça. Pour l'instant, je suis un député, je suis isolé, hein, donc je n'ai pas toutes les capacités d'un parti. Lorsque je serai président, je vais avoir tous ces moyens. C'est important que je vous précise ça, parce que ce qui est important en politique, c'est la vision, c'est l'intuition, c'est de comprendre ce qui arrive à notre temps. Qu'est-ce qu'on fait avec le cannabis? Avec le cannabis, je vous dis, pour l'instant, je n'ai pas de réponse parce que je connais des jeunes qui ont une addiction au cannabis. Je sais pourquoi ils l'ont eu, parce qu'ils se sont trouvés dans des groupes et n'importe qui d'entre nous se serait trouvé dans ces groupes aurait fumé du cannabis. Et quand il y a une addiction, c'est très difficile de passer du jour au lendemain à zéro. Donc il faut se donner les moyens sur du long terme de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin. Ou alors, il faudra, si vraiment c'est impossible, il faudra, comme l'ont fait beaucoup d'autres pays, le tolérer. Mais très franchement, je suis emmerdé par cette question. C'est une des rares qui m'emmerde parce que je n'ai pas une vision saine. Je sens qu'il ne faut pas le faire
parce qu'une addiction de plus dans un monde aussi dangereux et difficile, c'est peut-être le pas de trop. Est-ce que vous avez déjà vu un alcoolique se battre? Oui. Est-ce que vous avez déjà vu un fumeur de joint se battre? Non. Non, je ne crois pas. Il ne m'a pas semblé. Je l'ai plutôt vu Bon, c'était joyeux. une parenthèse. Passons à un dernier sujet. J'ai répondu aussi du tac au tac. Non, mais tant mieux, il n'y a pas de souci. C'est le principe de notre chaîne YouTube. C'est sans coupure ni montage, du tac au tac, on prépare rien, on est financé par personne. Mais c'est du vrai au moins. C'est du vrai. Voilà. C'est d'homme à homme. Bon, un conseil pour les jeunes générations. Croire en eux. C'est-à-dire reprendre leur destin en vie. Je crois qu'on a une force de vie en nous. On la ressent un peu à tous les âges de la vie. Le tout de savoir si on s'écoute ou si on écoute tout son entourage qui vous pousse à faire autre chose. Moi, j'ai très bien connu ça tout au long de ma vie. Je dis aux jeunes, faites ce que vous ressentez bien. Faites en sorte de rester le plus possible maître de votre destin. C'est très difficile quand on est dans une banlieue telle que nous les connaissons aujourd'hui. C'est très difficile quand on est au fond d'une campagne où il n'y a rien et où on s'apprête à redevenir des bandits de grand chemin. Mais il y a toujours une espèce de chance, de bonne étoile pour celui qui ne renonce pas à se prendre en charge et à vivre sa vie. Et il y a même une très grande fierté à en retirer. Et je leur dis, engagez-vous dans la politique, engagez-vous dans le combat des idées, lisez, instruisez-vous, allez à la source, vérifiez, et il n'y a pas d'âge pour ça. Et amusez-vous aussi, parce que la jeunesse, c'est pas fait non plus pour être vécu comme un drame. Réappropriez-vous votre jeunesse. Merci Jean Lassalle. Je regarde mes collègues. Si vous avez des questions, non, c'est bon. Arnaud, non. Non. Bon, bah Jean Lassalle, merci. Bien, merci à vous et je dois dire, je ne vais pas cirer les pompes parce que vous savez que je peux ne pas les cirer si je n'ai pas envie. J'aime beaucoup ce type d'entretien parce que ça me permet de mesurer l'immense progrès de préparation qu'il me reste à faire en seulement un mois pour que je sois vraiment opérationnel lorsque les hommes de votre talent m'interrogeront, mais peut-être pas avec les idées objectives qui sont les vôtres. Vous savez ce que je ne sais pas. Mais vous n'essayez pas de me donner la leçon. On n'essaye pas d'être objectif, on essaye simplement d'être les mercenaires de notre communauté. On a reçu énormément de questions à vous poser concernant l'Europe, concernant vos positions par rapport à l'Europe, par rapport à l'élevage, l'écologie, par rapport à l'écologie dans votre propre région, et des gens qui vous tirent dessus à gauche et à droite. Nous, on essaie simplement d'être synthétique parce qu'on sent que la tempête arrive et que les choses ne sont pas posées calmement pour pouvoir appréhender correctement les problèmes. C'est pour ça qu'on ne triche pas, on fait sans montage ni coupure, qu'on n'a pas de fiche, vous pouvez en témoigner de notre propre organisation. On l'a fait pour rétablir du dialogue entre les hommes. Écoutez, je souhaiterais simplement que vous soyez un peu plus nombreux. Jean Lassalle, merci. Merci à vous. Merci.